Donc on va poursuivre sur la dernière fois où on avait évoqué donc le nœud RSI et on va voir comment on peut l'étendre. Mais avant, je voudrais revenir sur des aspects auxquels je n'avais pas su répondre auparavant, qui est en fait à quoi correspond cet espace phi, cet espace ICS et cet espace qui est non nommé, non nominé. Alors en fait, je ne sais plus, il me semble qu'on avait commencé à en parler, je ne me rappelle pas, mais toujours est-il que si on prend le phi qui est ici, c'est en fait le même phénomène que celui qui est décrit au niveau de l'angoisse. Enfin, comme je le comprends maintenant, puisque j'avais toujours recopié ça sans jamais me poser la question de ce que ça voulait dire. En fait, on peut concevoir ce lieu-là comme le lieu de l'envahissement du symbolique par le réel. Et le phi, ici, figurant la fonction de la castration. Et c'est assez, je trouve assez parlant de le dire comme ça, parce qu'en fait, ça indique bien, ça reprend un peu ce qu'on a entendu pas mal de fois, que finalement c'est le réel qui forge le symbolique, et c'est le symbolique qui forge le réel. Ici, c'est cette nécessité humaine du fait que pas toutes les femmes, pas tous les humains sont autorisés pour un sujet, qui est une nécessité réelle chez les humains, qui vient marquer le symbolique. Si on prend phi comme fonction de la castration, comme quelque chose venant du réel qui vient envahir ou marquer le symbolique. Alors peut-être ce qui m'avait fait que je ne pensais pas à ça, c'est que je ne suis pas sûr qu'il faille le mettre sur le même plan que angoisse, inhibition, symptômes. Je pense que là, on a peut-être affaire à des envahissements qui sont indépendants de la triade angoisse, inhibition, symptômes. Puisque s'il s'agit bien de la fonction de la castration, on peut dire que c'est tout simplement ce qui structure les objets de désir chez les humains. Oui. Peut-être que pour ce qui concerne l'envahissement du réel dans le symbolique, le terme de marquage me paraît plus adéquat. Voilà, exactement, tout à fait. C'est effectivement plus un marquage, alors que là on utilisait volontiers le terme d'envahissement parce que ça vient bloquer le fonctionnement RSI. Là c'est plutôt, tu as raison, on peut dire le marquage, c'est ce qui vient marquer le S de grand tabaret, quoi. C'est-à-dire que c'est la fonction de la castration qui vient marquer le symbolique. Après, on peut se poser les questions, moi je n'ai pas forcément de réponse qui me vient. Si on raisonne sur qu'est-ce que c'est que cette marque verte et cette marque rouge, là on peut le formuler en disant c'est l'inconscient, la dimension symbolique inconsciente qui vient marquer l'imaginaire. Alors, quand, comment, où, quoi, pour le moment j'ai pas de... Peut-être vous avez des mots à dire là-dessus. Moi, je ne sais pas. Mais ça me plaît bien de le dire comme ça, de dire que c'est un marquage ou un envahissement, enfin quelque chose qui vient marquer l'imaginaire par le symbolique. Alors bon, est-ce que c'est ce qui induit le trou dans l'imaginaire? On peut peut-être le dire comme ça, parce que c'est... Les trous symboliques dans l'imaginaire. Répète, Les trous symboliques dans l'imaginaire. Non, l'ordre symbolique, la chaîne des signifiants, l'ordre symbolique qui vient marquer l'imaginaire. Alors est-ce que c'est celle-là, lui là-bas, il a quelque chose de plus que je n'ai pas, et donc ça m'oblige à repenser ma conception de l'imaginaire et de dire qu'il y a un trou il y a du moins phi
Bon, est-ce qu'on pourrait dire que c'est le résultat du raisonnement plus ou moins conscient, ou plutôt inconscient, que fait le petit enfant de s'apercevoir que sa mère, elle aime aussi quelqu'un d'autre, quoi. Peut-être que la fonction symbolique, elle vient justement dégonfler quelque chose de... Voilà, exactement. Exactement, et le dégonfler, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un trou dedans. Hein? Voilà. Et le dernier, alors que celui-là qui restait non nommé dans le séminaire RSI, donc on peut dire, si on le formule de la même façon, qu'est-ce qui de l'imaginaire vient marquer le réel? Bon, je sais pas. Bon. Oui, ma question Oui. tout à l'heure, est-ce que c'est toujours configuré comme ça, le neuroméen? Alors justement, c'est de ça dont on va parler, c'est que comme on est dans le domaine de la topologie, dès l'instant où on peut par un mouvement continu faire une modification quelle qu'elle soit sur une structure topologique, on garde, c'est la même. Après, c'est suivant le mode de raisonnement qu'on fait, qu'on va pouvoir préférer telle ou telle présentation parce que ça nous parle plus, parce qu'on peut tenir un discours différent, mais c'est toujours du même neuroméen qu'il s'agit, qu'il soit présenté comme ça. Là, j'ai pas envie de le dessiner, mais il peut être présenté aussi sous forme de... On peut le présenter comme ça, hein, sans faire les dessus-dessous. Hein. On peut aussi le présenter comme ça, par exemple. Enfin là, ça se double normalement, et puis comme ça, par exemple. Hein. C'est aussi une façon de le présenter. Hein. Alors, dans quel cas c'est intéressant de le présenter comme ça ou pas après, c'est fonction je pense, du discours qu'on tient, et c'est là-dessus dont on va parler aujourd'hui. Vas-y. Non, parce qu'il me semblait avoir lu à un moment donné l'autre configuration, à savoir que c'était le réel qui venait entamer l'imaginaire. Le réel qui vient entamer... Oui, bien sûr, c'est dans le processus de l'angoisse. C'est le réel qui vient entamer l'imaginaire. Mais le réel était par-dessus l'imaginaire. Mais alors, si on parle à nouveau de nœuds borroméens, ils sont tous... Si on en prend trois, il y en a toujours deux qui sont au-dessus des autres et en dessous en même temps. Chaque nœud, justement, c'est la particularité du nœud borroméen, et c'est là aussi où on peut jouer avec la présentation qui nous intéresse suivant ce qu'on est en train de dire. Là, on voit que, si vous regardez bien, le bleu, il est complètement en dessous de l'imaginaire, hein, et il est complètement en dessous du symbolique. Mais en même temps, on va avoir le symbolique qui est complètement au-dessus de l'imaginaire. Donc, si tu le retournes, tu vas avoir le cas que tu es en train de dire. Le réel qui est en Voilà, bien sûr. Si tu le retournes, si tu le regardes depuis derrière, tu vas bien voir que le réel, il est au-dessus de l'imaginaire. Justement, c'est ça qui est génial avec le nœud borroméen, c'est de penser à la structure. On les organise tous les trois de façon à ce que s'il y en a un qui se coupe, les deux autres ne tiennent pas. C'est ça la définition. À partir de là, tu le présentes comme tu veux, et c'est ça qui est amusant à faire avec ça, c'est que tu peux le présenter de 4 ou 5 façons différentes, 6 ou 7. Mais là, on va voir que justement, ce qu'on est en train de dire, c'est très très important justement pour la dimension du symptôme, justement au niveau de les présentations. Bon. Parce qu'il y a des présentations qui ne permettent pas de certains discours. Cette présentation-là, tu ne vas pas pouvoir remettre tout ce qu'il y a là dessus. Ça. Il n'y a pas le même nombre de zones. Il n'y a pas le même nombre de croisements déjà. Il y en a, là, il y en a 6. Oh, là aussi peut-être. Non, là, il y en a 4, là, il y en a 8. Ouais. Oui, alors justement parce que... Aussi il y a un problème quand on veut appliquer des commentaires sur des figures topologiques.
entre la forme structurale du borroméen, qui est donc absolument variable, bien sûr dans certaines limites, et les mises à plat. Les mises à plat, elles sont que graphiques, elles sont imaginaires. Mais en même temps, on ne peut pas complètement s'en épartir parce que selon le type de mise à plat qu'on va choisir, on ne va pas pouvoir dire la même chose. Alors, pourquoi cette présentation de Lacan, elle est extraordinairement riche? Parce que, d'abord, c'est la façon la plus simple de présenter un nœud borroméen. Hein. Il y a 3 ronds qui sont équivalents, qui se présentent avec les mêmes rapports les uns avec les autres. Et puis surtout, dans cette présentation-là, comme tu le faisais noter, tu le faisais remarquer, les points ne vont pas être les mêmes. Ici, l'intérêt, c'est qu'on fait apparaître les points de coinçage et qu'ils ont chacun une particularité tout à fait intéressante pour le travail. Hein, entre l'objet de désir, hein, qui est l'instant qui est figuré par ce nœud borroméen, la jouissance phallique qui peut occuper l'homme ou le chercheur quand il essaye de décortiquer et d'analyser une peinture, par exemple, la jouissance féminine, la jouissance de l'autre qui se laisse porter par le regard, l'invention d'un sens qui va être évidemment, comme bien souvent les sens, qui va être peu pertinent ou pertinent pendant un petit laps de temps. Également, ça fait ressortir en quoi on n'a pas affaire à des sphères, mais à des tores, avec une nomination des différents trous qui apparaissent. Et puis là, ce qu'on vient de dire tout à l'heure, avec peut-être ces éléments de structure, phi, ICS, et puis le troisième. C'est vachement pratique. Alors également, ça on ne va pas le faire aujourd'hui, mais également ce qui est très amusant, c'est si on raboute certains, si on fait des ponts en fait, hein, entre ici, là et là, eh bien le nœud borroméen se transforme en nœud trèfle. Et une fois qu'il est transformé en nœud trèfle, eh bien on peut là aussi au niveau de la clinique parler qu'est-ce qu'on a fait dans le nœud trèfle? On a mis en continuité. Là, on a trois dimensions complètement séparées. Dans le nœud trèfle, il n'y a plus qu'une seule consistance, hein, il n'y a plus qu'un seul brin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réel se prolonge dans l'imaginaire, bon, je ne suis pas le bon axe, se prolonge dans le symbolique. Hein, parce qu'en fait, ça passe par le milieu, bien sûr, mais peu importe. Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence au niveau clinique? Eh ben, quand dans des débordements affectifs, le sujet se met à mélanger réel, symbolique et imaginaire comme étant dans un continuum, ça a des effets qui peuvent être dramatiques. Bon, voilà un peu ce que je voulais dire sur la dernière fois. Donc maintenant... Maintenant, on va parler d'un problème. Alors, on va parler d'un problème. Peut-être vous pouvez aussi refaire avec des petits morceaux comme ça. C'est comment aborder le problème si les trois... Alors bon, je reviens une phrase en arrière. Ça, c'est très joli et très, très satisfaisant parce que c'est noué, c'est formidable. Est-ce que ça correspond à la réalité du sujet? Lacan a passé une année, donc l'année sur le symptôme, à dire que ce n'était pas tout à fait le cas. Et on va y venir, qu'on va effectivement, c'est pas du temps perdu parce que c'est là-dessus qu'on va revenir, mais d'une autre façon. Hein, comme quoi, tout ce qu'il a dit sur l'année RSI était, il me semble, parfaitement pertinent. Et il enrichit son discours avec le discours sur le symptôme et qui est compatible, on va le voir, avec tout ce qu'il a dit sur RSI. Hein, et c'est ça qui me paraît très, très utile et intéressant. Alors, parce que, donc on va partir
de dire ah bah oui, mais si par hasard c'était pas comme on a dit. C'est-à-dire si au lieu d'avoir un nœud borroméen, eh bien on avait comme ça 3 ronds, n'est-ce pas? 3 ronds qui sont superposés tout simplement. Ils sont superposés. Donc étant superposés, eh ben ils tiennent pas. Hein. Ils sont superposés, ils glissent. Donc c'est un peu ce qui est figuré là, vous voyez, il y a le vert qui est en dessous, il y a le bleu qui est au-dessus et il y a le S qui est au-dessus. D'accord? Alors, la question est comment est-ce que comment si c'est comme ça que ça se passe pour l'humain, comment ça se fait qu'on soit pas fou, quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux les bloquer, donc. Bah tu les bloques, oui, c'est pas grave. Oui. J'hésitais un peu. Non. J'aurais voulu les lier. Non, c'est ce qu'on appelle l'après-coup. Tu vois, une fois que l'après-coup est passé, tiens, tu me donnerais un peu d'eau, s'il te plaît. Merci. Donc, voilà l'exposé du problème. C'est si c'est pas un nœud borroméen, à savoir que les 3 sont empilés et qu'on n'est pas fou, quelle est la façon la plus simple d'expliquer cela? Puisqu'on a vu que ce qui se passait ici au milieu, c'est l'accès aux objets de désir. Mais pour qu'il y ait accès aux objets de désir, il faut bien qu'il y ait un point ici. Hein? Vous vous rappelez ce que c'est qu'un point en topologie? C'est quand ça bloque. Hein? C'est quand des différentes consistances bloquent et ça fait un coin. Hein? Un coin, c'est un point. Alors, Lacan propose une solution à ce problème. Il propose une solution à ce problème et il dit on va faire du tissage. On va tisser un 4e rond sur ces 3 pour les faire tenir. Alors, donc là, on va le faire passer au-dessus du rouge, au-dessous du vert, à nouveau au-dessus du rouge, bien sûr, au-dessous du bleu, au-dessus du rouge, bien sûr, au-dessous du vert, au-dessus du rouge à nouveau, et on se retrouve au-dessous du bleu. On fabrique ça? Hein? On fabrique ça? Ben, ça serait pas mal de fabriquer. Parce que quand on fabrique ça. D'accord. D'accord. Voilà, ça serait bien parce que le gros intérêt, c'est que comme ça. Le gros intérêt comme ça, c'est que vous allez pouvoir et on va pouvoir faire des transformations continues qui nous permettent d'avoir différentes présentations. Qui me passerait 2 bleus, s'il vous plaît? Ils sont où les bleus? Merci. Du coup, j'ai raté ce que tu disais, quoi? Transformation continue? Oui. Donc, je disais simplement que si on le fait, eh bien, on pourra ensuite, par une série de transformations continues, passer à différents modes de présentation qui vont nous intéresser au niveau de la clinique. Hein? Alors, donc il y en a un 4e. C'est pas évident, hein? Alors, bon, je vais déjà le présenter pareil, ça va me simplifier la vie. Donc,
Il faut prendre le rouge. C'est le rouge, non, ou le orange? Le vert en rouge. Donc voilà. Donc là j'ai 3 comme ça. Donc là, il vient là-dessous. Il vient au-dessus et au-dessous. Oh la vache, ah oui, c'est raide, hein. Bah, c'est pas très souple. Ouais. Eh oui, il y a des désirs qui sont pas souples. Ah oui, c'est pas très pratique. Peut-être qu'il faudrait le 4e avec de la ficelle, peut-être. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Martine? Oui, parce que là, on va peut-être avoir un peu de mal. Donc là, on revient au niveau du dessus du rouge. Parce que je voudrais utiliser les faux trous, mais là, Eh oui. là ça se barre. Donc là, on est... Donc, Non, ça c'est peut-être pas terrible. là, on avance. Sinon, j'ai du fil un peu comme ça, quoi. Du fil. Sinon, il n'y a pas de la ficelle dans tes tiroirs? Ah, Ouais. la cuisine là? Ouais. La ficelle à rôti? Ouais. Non, je sais Sinon, pas. regarde ça peut le faire. Ça, c'est du fil, tu vois, du fil qui se. Oui, c'est ça, c'est du fil de pêche. Là, Ouais, si vous voulez, ouais. Vous pouvez en prendre un bout? Il faut le couper comme ça? Oui, c'est ça. Sinon, je vais. C'est bon. Sinon, il y en a d'autres couleurs. Ici, il faudra me les... Est-ce qu'il est plus malléable quand même? Là, ce qui est mieux que ça, c'est les cure-piques là, tu sais. Ah ouais. Ça, c'est mieux. Bon, ça, que je me maintienne. Maintenant, il faut que je fasse passer celui-là dedans. Donc celui-là, il est au-dessus. Comme ça. C'est au-dessus. On passe. Ah non, là je me suis gouré. Non, je ne suis pas. Je vais essayer avec du fil de pêche. Ah non, ça c'est le symbolique et le alors après, par exemple. Ah, c'est pareil, il faut faire dessus. Ben, il faut chaque fois que tu passes au-dessus d'un orange, il faut que tu repasses au-dessus du orange. Il faut jamais qu'ils soient enlacés, bien sûr. Alors, Tiens, Martine, là. Ça y est, tu l'as fait? je passe par-dessus. Mais parce que je passe par les faux trous. Oui. Oui, vous manquez de faux trous. Alors, là, Oui. sous le rouge. En dessous, sur une autre page. Ouais, vas-y. Super. Allez. Donc là, celui-là, je l'ai construit en utilisant les faux trous. Donc en fait, Ouais, il faut les mettre en oreillette. sur le rouge. Ah, il faut, voilà. Sous le rouge. Ah non, mais là, je sais plus, là. Sur le rouge. Là, je suis sur le rouge. Voilà, là vous avez déjà un premier duo. Ici un faux trou, ce que Lacan appelle le faux trou, un faux trou. Il faut faire la même chose avec l'autre paire.
c'est le vert. Voilà. Oh, là. Truc là, comme ça. Vous avez deux faux trous et vous enlacez les deux faux trous. Sous le verre. Sous le vert, alors là, hop, là. J'ai tellement bien là-dessus que c'est décrit. Là, c'est Alors, ça, Ah, mais à deux, ça tient pas. Je sais bien. Il en faut trois. ouais. J'en ai mis trois. Hein? Ah non, pas du tout. Pas du tout parce que là tu es passé complètement, tu les as traversés, tu fais un enlacement. Là tu fais un enlacement comme ça, tu n'as pas le droit. C'est-à-dire quand tu rentres dans un trou, il faut ressortir par le même côté. C'est compliqué là, ça bouge. Ça bouge. Rien, ça va. C'est lequel que tu as fait comme le quatrième? C'est quelle couleur que tu as fait? Je crois que c'est le vert. Le vert, ouais. Voilà, disons, c'est moins compliqué, lui, là. C'est celle-là. Peut-être trompé, hein. J'arrive pas à lire faire les photos. C'est pas pratique, ça c'est vachement bien. Bah, du fait, on reprend d'un autre. Pas deux seulement. C'est trop court en bleu. Voilà. Ouais, quatre jaunes. J'y arrivais avec Tu donnes ça, toi? non, je peux plus. Non, mais c'est ça. Je peux prendre. Il faut avoir des ronds plus grands, je crois. Ça donne plus de souplesse. Alors, Une marque assez bleu. Dans celui-là, Quatre en rouge. toi, tu essayes de mettre le quatrième, c'est ça? Oui. Tu as les trois qui sont Non, déjà... Non, les troisième Ah non. symbolique, c'est parti. Non, non, il faut déjà que tu aies trois ronds superposés. Ah, voilà, Tu en as trois, voilà. Le troisième, voilà. Ben, tu as les trois. OK. voilà, comme ça. Donc voilà. Et effectivement, ce que dit... Il y a possibilité de plus d'erreurs à partir oui, de la construction. mais ça, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Effectivement. Tu vois, regarde, si tu fais comme il te l'indique, un faux trou, c'est-à-dire tu rentres dedans et tu sors et tu le fais, toc, tu vois, ça fait un faux trou. D'accord? Oui. Bon. Après, l'autre, tu vas refaire à nouveau un faux trou. Tu vois, comme ça. Comme ça. OK? Voilà. Et une fois que tu as fait ça, donc ceux-là, tu les laisses de côté. Et maintenant, tu vas refaire un... Tu vas rentrer... Si tu rentres... Merde, excuse-moi. Si tu rentres d'un côté, là, tu vas ressortir du même. Et puis, là, ça va venir comme ça. Bah oui, tout simplement. Puisque là, regarde... Tu vois ces deux brins là à gauche, les deux verts, Ouais. tu vois qu'ils sont... Je rentre et je sors du même côté. Ouais. Et pareil ici, les deux là. Donc maintenant, je peux effectivement fermer... Je peux fermer ça. Voilà. Et donc là, il est fait. Après, ça va être comment on le présente. T'as fait le bleu là?
Ah, vous croyez que vous aviez juste venir écouter, hein? À la gauche et le bleu. Bien, je peux aider. Je voulais plus savoir. Ceux-là, ils sont. Ça m'énerve. T'arrives plus à faire ce que tu avais fait tout à l'heure? Ouais, ouais. Je ne sais pas comment on fait le photo. Alors, Pas convaincu. bah non, c'est normal que tu sois pas convaincu. Regarde, là, tu passes. Regarde. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que tu n'as pas le droit de faire un enlacement. Oui. C'est-à-dire, regarde, si je retire ça, si je fais ça et ça, tu es d'accord que ça fait un enlacement? Ouais. Hein? L'idée, c'est que si tu rentres d'un côté, il faut que tu puisses ressortir du même. Tu vois, il faut que tu puisses faire des boucles comme ça. Mais tu n'as pas le droit de faire autre chose que ça. D'accord. Tu vois? Et effectivement, comme le présente Gérard, c'est vrai que c'est vachement plus facile. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai le droit de faire ça, puisque je rentre et je sors du même côté. Maintenant, là, je peux le tirer et le tirer. Aïe. Il ne peut pas te fermer d'abord. Regarde, si je rentre comme ça, Oui. d'accord? Tu tires. Après, je tire, voilà. D'accord. Donc là, j'ai fait, tu vois le mouvement? Oui. Ok. Maintenant, avec les deux autres, il y en a un qui est déjà fermé et l'autre qui ne l'est pas. Peut-être on va prendre celui-là. Ça fait bien l'envers. Là. Il y en a un, on va dire que celui-là, tu l'as fermé. Voilà. Donc, si tu l'as fermé, je rentre là et je sors. J'ai le droit. Et on l'attrape aussi. Oui. Donc, les deux de ma gauche, maintenant, je m'en préoccupe plus. D'accord? Une fois que j'ai ça, et bien maintenant, tu vois que tu vas rentrer et ressortir. Là, tu vois, je rentre et je ressors. Et puis, je le referme là. C'est tout. Et là, tu vois, j'ai pas violé la règle, puisque... Ah oui. Attends, il est dans le mauvais sens. Ce que je voudrais montrer, c'est que Ah oui, tu l'as mis à l'envers. Ça fait rien. Ça ira. Donc là, voilà. Donc là, tu vois, j'ai à nouveau une deuxième fois la même forme que ça. D'accord. Et donc voilà. D'accord. Ok. C'est joli, hein? C'est du tressage. Oui, oui. Mais attends, tu vas voir ce qu'on va en faire. Ça va être encore mieux. comme du trèfle. Le Suisse. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on pense, jacuzzi? Tu sais les faire, toi, Nadia? Quoi Avec cette forme. C'est bien. C'est Bon, alors, donc ce nœud noir là, ce store noir, Lacan l'appelle le symptôme. Alors, dans son séminaire, c'est assez amusant parce que justement, j'ai bien vérifié que jamais il fait. Voilà, alors. Vous voyez, regardez, là ici, ça c'est dans la version Miller, mais ça correspond à la version originale. Vous voyez, ça se présente comme ça. Hein, c'est comme ça que Lacan le présente au début. Hein, il dit, vous voyez, il y en a trois. C'est exactement ce qu'on a dit au début. Hein.
il y en a 3 qui sont l'un au-dessus de l'autre, les uns au-dessus des autres, et il y en a un 4e qui va venir empêcher que ça se démonte. Parce qu'une fois que c'est comme ça, vous voyez bien que c'est un nœud, c'est coincé, hein, n'est-ce pas? D'accord? Alors, là, tu fais l'impasse sur la fin de RSI, où il parle des 4 ondes. les 4, Oui. son RSI, il parle du symptôme déjà? Oui, non. Là, tu dis le 4e, c'est toujours le symptôme. Non. Faudrait que je fasse un petit truc. Oui. Ils appellent nomination de l'imaginaire, c'est l'angoisse. C'est l'inhibition. Nomination du réel, c'est l'angoisse. Nomination du symbolique, c'est le symptôme. Oui, et alors? Le 4e, c'est pas toujours le symptôme. Ouais. Ça dépend par rapport à quoi il est opposé. Ouais, non mais... Ouais. Oui, oui. Mais justement, mais... Ça dépend par rapport à Oui, quoi il mais, s'ouvre. bon, moi je ne l'utilise pas tout à fait comme ça, mais on peut aussi, mais bon, justement, pour ce qui est de angoisse, inhibition, symptômes, c'est ce dont tu parles, tu dis, on va s'en servir comme nomination d'un 4e rond. Tout à fait d'accord, mais c'est finalement, d'une certaine façon, c'est à ça qu'on arrive au bout après. Bon, pour moi, la façon de l'introduire, c'est plus facile comme ça. C'est de dire, il y a... Alors, dans tout le séminaire, il va l'appeler symptôme. À la limite, c'est éminemment variable d'un sujet à l'autre. Ça peut être effectivement peut-être de l'angoisse. Regarde, qu'est-ce que c'est que le symptôme? Là, j'anticipe sur la suite de ce qu'on va dire, mais qu'est-ce que c'est que le trac? Le trac terrible, t'as des comédiens, s'ils n'ont pas le trac, ils savent qu'ils joueront pas bien, et ils sont éventuellement morts de trac avant d'entrer sur scène, et c'est comme ça qu'ils... Bon, est-ce qu'on peut pas dire que, en plus du fait que leur symptôme, leur sublimation, ça va être d'être comédien, en plus on peut peut-être dire qu'ils se shootent avec cette angoisse-là, hein, et c'est aussi une fonction de symptôme à ce moment-là, cette angoisse. On peut le dire comme ça. Une fonction De symptômes, de quelque chose qui a cessé d'être un symptôme, et parce qu'ils savent que ça les accompagne dans leur travail. C'est un peu comme un shoot qui peut être nécessaire. Alors après, après, on peut s'amuser à en faire certaines présentations, hein, et là, le jeu peut consister à voir comment on arrive, par exemple, là, voilà, ici, par exemple, comment il va être? Il me semble qu'on a des petites chances peut-être d'arriver... Encore que si, vous voyez, regardez, là par exemple, vous voyez, on arrive à cette présentation-là, vous voyez, n'est-ce pas? Donc par une transformation continue, puisque là tout est fixé, je ne peux rien démonter. Donc on voit bien que si ça nous intéresse, on peut raisonner sur cette forme-là, si ça nous accommode dans tel ou tel problème clinique, on va dire, vous voyez? On est passé dans cette forme-là. Alors, il y a celle-ci qui est assez intéressante. Là, j'aurais peut-être plus de mal à le faire parce que ça nécessite que les ronds soient de tailles différentes. C'est en partant d'une sphère armillaire, hein, c'est-à-dire ce sont des tores qui sont complètement concentriques. Voilà, exactement. C'est satisfaisant quand on y arrive, hein, on est content. Hein. Donc là,
ici, cette présentation, elle est intéressante parce que ça fait ressortir le fait qu'on peut considérer le bleu plus petit que le rouge, plus petit que le vert. Au lieu de ce qu'on a fait avant, c'est qu'on a dit lesquels sont au-dessus, dessous. Là, on ne raisonne pas sur le dessus-dessous, on dit ils sont complètement intégrés les uns dans les autres. Hein. Le bleu tient complètement dans le trou du vert. Le bleu tient complètement dans le trou du rouge et le rouge tient complètement dans le trou du vert. Donc là, à nouveau, ils sont bien disjoints. Hein, et s'il n'y avait pas le cheminement noir, eh bien, ça ne tiendrait pas. Alors là, effectivement, comme tu le remarquais au début, là, le nombre de croisements n'est pas minimum. Hein, il y en a beaucoup plus de croisements. Oui, la différence du nombre de croisements, qu'est-ce que ça évoque? Comment vous pourriez dire un peu dans le texte d'un patient? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une pertinence de ça, au nombre de croisements. Ce qui compte, c'est le nombre de croisements minima. Oui. Après, tu peux toujours en faire. Tu peux J'ai ça, j'ai 12 croisements, puis je fais ça, j'ai rajouté un croisement, tu vois. Qu'est-ce qu'il apporte ça? Oui, moi, je n'ai pas d'utilisation clinique de ça. Alors, pourquoi le préciser alors? On va y arriver justement, parce que justement, à force de faire des modifications, on arrive dans une forme qui, là, pour le coup, est tout à fait passionnante au niveau de la clinique. Enfin, dans ma compréhension, en tout cas. Effectivement, pour terminer avec ce que dit Gérard, là, effectivement, on a des chances d'avoir un nombre de croisements minimum. Hein. Là, il y en a combien? Il y en a 4. Hein. 6, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Il y en a 6. Hein. Puisque chaque rond est croisé 2 fois par chacun des autres. Donc 3 fois 2, 6. Donc ça, c'est finalement le tissu d'un énoncé où la fonction imaginaire, réelle et symbolique sont tissées. Voilà, elles sont tissées autour d'un... Autour... On va amener ça des affaires un peu... Tissé autour d'un objet de désir. Hein, c'est bien ce qui est en petit a. Voilà. Ça cerne un objet. La dimension imaginaire, la dimension réelle et la dimension symbolique sont constitutives du discours du patient. Voilà. Voilà. Alors maintenant, voilà encore une autre présentation, hein, qui est à peu près la même que la précédente, simplement on joue sur la taille des ronds. Par contre, là où ça va commencer à être tout à fait passionnant pour nous, c'est cette conception-là de deux ronds simplement. Hein. Vous voyez, si je prends simplement 2 ronds, n'est-ce pas? Un rentre dans l'autre. Ils sont déjà fermés, les ronds. Hein. Ils sont déjà fermés. Justement, c'est ça qui est intéressant. Tu as 2 ronds, il y en a un qui rentre dans l'autre. Et puis, on vient tirer les... Non. tu le... Vous voyez, Comme ça. il rentre dedans. Oui. On le pince. Oui, On pince celui qui ici est orange. Une fois qu'il est pincé, à ce moment-là, je peux attraper l'autre. Ah, ok. C'est comme ça. Voilà. Bon, voilà. Donc vous voyez que là, si vous mettez votre doigt au milieu, ça tient. Hein, si vous enlevez votre doigt, ça se défait. Mais si vous laissez votre doigt au milieu, n'est-ce pas, dans cette espèce de faux trou central, ça fait un nœud.
Hein? D'accord? Alors, ça, effectivement, ouais, Lacan dessine ça, hein, tout à fait au début la première leçon du séminaire. Il en parle. Alors il dit d'ailleurs, et il nomme comme ça. Il dit ben voilà, pourquoi ne pas considérer le symptôme comme étant un tort qui vient se nouer borroméennement, disons, au symbolique. D'accord ? C'est-à-dire quelque chose qui est là un faux trou, puisque si je tire là sur le bleu, le rouge ici et le noir, ça se défait. C'est en ça que ça s'appelle un faux trou. Maintenant, si effectivement je mets mon doigt au milieu, ça devient un vrai trou, puisque ça ne peut plus se défaire. Hein ? On est bien d'accord que là, ça ne se défait pas. Donc, l'idée qu'il y a là, c'est de dire, bon ben, je peux d'une certaine façon circonscrire ce nouage S sigma, je peux le circonscrire dans un tore. Hein? C'est-à-dire que ce soit visible. Un peu de tuyau là, non ? Un peu de tuyau pour faire le corps. Bah, je sais pas si ça va être, je sais pas. Regardez là. Il est un peu fin pour passer cela. Vous voyez, regardez là ici. Je peux très bien faire un truc comme ça là. Hein? Vous voyez, je vais avoir ici un entourage. Je l'ai refiguré ici. Hein? Vous voyez que si on le regarde de suffisamment loin, en zoom arrière, on va dire, eh bien, on peut très bien faire apparaître, avoir ces deux tores et avoir, en le regardant de loin, l'impression qu'il n'y en a qu'un seul tore. D'accord ? Ça, c'est ce que dit Lacan, mais ce qui est implicite, c'est les conséquences qu'il y a à en tirer, mais il ne les a jamais dessinées pendant toute l'année. C'est assez marrant quand même. Il parle de ça, il a parlé des autres dessins avant, mais il en parle, mais il ne le dessine pas. Il ne dessine pas quoi ? Ce qui est sur la page suivante. Il ne dessine pas cela. Alors, donc ça, avant d'entrer dans ce que ça présente au niveau clinique, déjà il faut être convaincu que ce qu'on a là, c'est encore une déformation continue de notre nœud borroméen à 4. Alors je ne sais pas si je vais vraiment arriver à le refaire là. Oh. Est-ce que je vais y arriver ? Voilà. Là, ce ne sera pas les bonnes couleurs. Ah si. Ah bah tiens, c'est même les bonnes couleurs, dis donc. Magie. Regardez si je vous le présente comme ça. Vous voyez que vous avez un tore rouge, hein, qui figure là l'imaginaire. Un tore... bon, merde, c'est pas les bonnes couleurs, ça fait rien. Un tore orange, et puis une jonction de deux tores. D'accord ? Le vert et le bleu. Donc, si on le regarde encore une fois, si on est suffisamment myope et qu'on le regarde de suffisamment loin, eh bien, on aura l'impression qu'on a affaire à un nœud borroméen. À 3. Considérant que symptômes et symboliques sont
forme un nœud. Voilà, forme un nœud AE2. AE2 qui se transforme en nœud parce que c'est traversé évidemment par le bleu et le rouge ici. C'est bon, Marie? Toutes les questions sont bonnes pour enseigner l'ignorance de tout le monde à la mienne. C'est quoi ta question? Donc, alors, et cette présentation-là, Lacan ne la présente jamais. Pourquoi? Alors, pourquoi, je ne sais pas, alors qu'il parle que de ça pendant un an. Il ne parle que de ça, mais ce dessin-là n'est jamais fait. Il fait le dessin précédent. Hein. Attends, juste une seconde et tu le feuillettes après. Regardez. Il fait ce dessin-là. Bon, il fait ce dessin-là. Ok ? Les trois, il fait ce dessin-là qu'il est nous. Ensuite, derrière. Il figure ça, qui est justement. Voilà, et puis il explique comment, quand c'est traversé, ça fait un vrai trou au lieu d'un faux trou. D'accord ? Et puis c'est tout. Et puis après, il donne d'autres présentations du trou, etc. Il montre également comment les deux, je crois, sur une page, il montre comment les deux ronds peuvent être posés sur un tore. Hein, c'est ce que je l'ai indiqué avant en disant que quand on regarde quand on est très myope, eh bien on le voit de cette façon-là. C'est une façon de dire que c'est posé sur le tore. Il me semble que c'est quelque part. Hein, il me semble l'avoir aperçu. Voilà, regardez, vous voyez. Bon, là, il a rajouté le vert en plus, mais regardez, vous voyez, ça c'est la, comment il appelle ça, l'inscription des deux tores symboliques et symptômes sur un tore. Hein? Laissons tomber le vert. Hein. Le vert, il sert à fixer l'ensemble. Mais si on s'intéresse simplement au bleu et au rouge, donc vous voyez que c'est bien ça ressemble à un tore. Bon. Alors, c'est là où il me semble qu'il y a vraiment de quoi faire au niveau clinique. Parce que là, regardez déjà, si on dit que, et là on retrouve les différents points, on retrouve le petit a, on retrouve la jouissance phallique, jouissance de l'autre, la jouissance du sens, et ce qui me paraît intéressant au niveau clinique, c'est que ceci fonctionne au travers de la sublimation. Parce que pour moi, alors je ne sais pas si c'est très standard ce que je dis, mais pour moi, je ne fais pas énormément de différence entre sublimation et symptôme. Je dirais plutôt que le symptôme, c'est une des occurrences des modes de sublimation du sujet. C'est-à-dire que chaque symptôme donnant... On ne voit jamais le mot sublimation dans tout ça. Le mot suppléance, non? Pas sublimation. Suppléance, il dit. Ce serait intéressant quand même qu'à un moment donné on s'intéresse à qu'est-ce qui ferait différence entre sublimation et symptôme. Oui. Je ne suis pas sûr, mais je suis assez d'accord avec Jacques. Je pense. Pour moi, je l'entends comme équivalent. Oui, c'est-à-dire que la sublimation, c'est plutôt dans le texte freudien. Et puis c'est peu. Il a été présent chez Lacan. Oui, il en a parlé aussi. Oui. Oui. Alors, ce qu'il faut voir, s'il en a parlé dans l'éthique de la psychanalyse, ça, c'est le séminaire 22 ou 23, c'est quasiment presque le dernier séminaire, donc il y a au moins 30 ans qui se sont écoulés, quoi. Oui, c'est ça, il en parle au début. Voilà. Mais je dirais que, pour moi, symptôme, ça fait plus référence à un choix particulier d'objet. On disait le trac pour le comédien, le scalpel pour le chirurgien, mais le chirurgien, peut-être en même temps, il aime bien les grosses voitures aussi.
Donc il a un autre symptôme qui va être les grosses voitures qui peut se payer. C'est pas sûr que ce soit des symptômes, ça. Bah, pourquoi pas? C'est ce qui permet de fonctionner. C'est ce qui permet de fonctionner. Si lui ne le ressent pas comme un symptôme, d'abord. Si lui ne le ressent pas comme un... Il me semble que la dimension de symptôme ou symptôme, elle dépend du sujet, de ce que le sujet en dit. D'accord, mais je pense que le symptôme, c'est quand même du côté de la création de l'objet. Mais qu'est-ce qui te fait dire que quelqu'un qui va collectionner les belles voitures, pour lui, c'est de la création, et qui ne satisfait jamais. Hein, il y a toujours un défaut au niveau de l'objet petit a. Il faut en choisir une nouvelle. Bon, peu importe. Et on peut peut-être revenir aussi à l'écriture du symptôme, au sens de le mot qu'il a choisi. Ah oui, exact. C'est de ce que j'en ai compris, c'est qu'il a choisi un mot du vieux français qui désignait le symptôme dans le temps. Et il en a pris un deuxième pour pas que ça fasse double usage avec symptôme, qu'il fallait bien le nommer, quoi. Est-ce que savoir y faire avec son symptôme, ça veut dire du coup la sublimation? Moi c'est comme ça que je l'entends. C'est comme ça que je l'entends. C'est bon, on vient voir son analyste parce qu'on souffre d'un certain réel qui viennent se marquer. Et puis, par des très très petits glissements, on finit par vivre avec. Mais vivre avec, ça veut dire ne pas forcément avoir les mêmes douleurs associées à ce qui était des symptômes au départ. Chacun dans notre expérience, on peut raconter une dizaine d'exemples comme ça, de choses qui étaient... qu'on a réussi petit à petit, avec l'angoisse diminuant, à le faire glisser vers des choses... Qu'est-ce que tu dirais, toi, Gérard, par rapport à ça? Par rapport au faire avec, je pense que c'est d'une façon encore plus positive que je crois que dit Jacques. C'est un truc, un investissement, que ce soit négatif pour le sujet, et il va s'en servir, mais pour vivre. Ça ne va pas seulement l'adoucir pour qu'il n'embête plus. Oui. Il va inverser la valeur pour vivre créativement. Voilà. Pour en faire quelque chose de positif. Inverser la valeur. Oui, c'est intéressant, ce terme inverser. C'est la ramener à zéro. Inverser la valeur. C'est pas seulement abaisser l'attention, c'est orienter l'attention. Pour faire un trait d'existence. Voilà. L'orientation d'existence. J'ai entendu une interview d'une femme qui s'appelle Mary Roach, je crois, et elle a écrit des bouquins, et donc elle a été interviewée pendant une demi-heure, et elle est fanatique du tube digestif. Et c'est extraordinaire à écouter. Elle parle depuis la salive jusqu'aux excréments, et elle décrit avec une minutie et une passion extraordinaire tout ce qui se passe dans le tube digestif. Bon, on peut dire que c'est son symptôme. Maintenant, si on la connaissait, peut-être qu'elle nous expliquerait un peu comment ça lui est arrivé, cette histoire. Mais, et c'est tout à fait passionnant à écouter. C'est pas du tout ce qu'on peut imaginer. J'avais je crois que je sais pas si je l'ai déjà raconté, un chef de clinique à une époque, quand j'étais externe en chirurgie, lui était chef de clinique en chirurgie. Et contrairement à beaucoup de chirurgiens, il était extraordinairement créatif. Il inventait des instruments qui lui manquaient pendant les interventions. Et un jour, il me racontait ce qu'il avait écrit comme thèse de doctorat. Eh bien, il avait écrit une thèse sur le prélèvement sanguin veineux. Et il m'en a parlé pendant 1 heure du prélèvement sanguin. Et c'est son symptôme. Et puis en même temps, c'est un chirurgien, c'est un bon chirurgien en même temps. Donc, on va dire que ce sont peut-être ces modes de sublimation et qui s'exercent sous forme d'un certain nombre de symptômes. Et je me souviens, la première chose qu'il m'a dit, mais tu ne te poses pas une question quand tu prélèves du sang à un bras? Je dis non.
Ben, il me dit, le sang, il monte par là, mais tu piques par là. Il vaudrait mieux piquer dans l'autre sens quand même. Ça serait moins idiot. Et tout comme ça, quoi. Ben, moi, je trouve ça passionnant, hein, écouter des gens qui... Ça empirerait plus vite. Hein, ben oui, ça coulerait peut-être plus vite si on piquait dans l'autre sens. Hein. Oui, parce que le flux sanguin. Le flux, on est dans le sens du Ça flux va sanguin. Ben oui. C'est 14 000 tonnes de sang par 24 heures, je crois. Oui, je ne sais pas. Bon, alors, donc, moi, ce qui m'aide au point de vue clinique, c'est de repenser, je vais reprendre, c'est de repenser systématiquement toute rencontre borroméenne avec un objet de désir, non pas comme étant un nœud à 3, mais un nœud à 4. Pour moi, ça m'aide beaucoup. Et ça me paraît donc compatible avec ce que Lacan a dit sur l'année RSI et l'année symptôme. Parce qu'il le montre bien là dans ce fameux petit dessin. Et quand il décrit Joyce, il décrit un peu des rapports au père, etc., qui sont peut-être son symptôme. Hein, il pose la question à un moment, est-ce que Joyce était fou ? Bon, je ne me rappelle pas quelle est la réponse qu'il donne, mais enfin, on peut participer à la réponse en disant peut-être qu'il n'était pas fou parce qu'il avait ses modes à lui de sublimation, l'écriture, etc. Bon, ça c'est vraiment l'essentiel de ce qui m'aide moi hein, dans l'écoute des patients. Hein. Après, ce serait bien qu'on développe un peu ou qu'on essaye ensemble de trouver différents exemples hein, de ce fonctionnement. Mais avant cela, étant donné que les 3 plus 1 ronds ont exactement la même structure, on peut, il me semble, tout à fait légitimement se poser la question de... Bon, ce que Lacan a mis en avant, et c'est logique, parce que c'est de dire le symptôme, eh bien, il vient s'attacher au symbolique. Et d'ailleurs, tout à fait au début du séminaire, il parle du symptôme. Hein, il parle du symbolique et de son symptôme. Hein, c'est tout à fait dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire que ce qui est là comme envahissement, on peut aussi le concevoir comme un certain mode d'attachement au symbolique. Alors, mais on peut se poser la même question, évidemment, pour ce qui est du réel ou de l'imaginaire. Qu'est-ce que ça veut dire que le symptôme vienne faire tort avec le réel, vienne faire du tort au réel. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça peut être ce que je disais sur le comédien, ça peut être effectivement, là, pour poursuivre tout à fait ce que tu disais, que tu avais repéré à la fin de RSI, c'est que attaché au réel, c'est peut-être le symptôme en tant qu'angoisse, hein, qui va peut-être être un mode de shoot des gens qui font du saut à l'élastique ou les comédiens j'avais entendu un comédien qui parlait c'était peut-être même Fernandel, je crois, qui parlait de quand il avait tourné avec Rému. Et pour Fernandel, Rému était un très très grand acteur, et quand il se retrouvait sur une scène, il raconte une scène où il était juste derrière Rému, et Rému était tellement angoissé qu'il avait sa jambe qui tremblait, quoi. Il tremblait de peur au moment de jouer, quoi. Alors que c'est un très très grand acteur. Est-ce qu'il aurait été aussi grand acteur s'il avait pas pu mobiliser son angoisse de cette façon-là? Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui me demande dans ton énoncé, c'est le mot shoot, c'est quand même lié à de la jouissance. Oui. Alors, c'est pas sûr qu'il faille l'utiliser comme un symptôme qui aide au symptôme. C'est pas
un mot qui va bien avec ce que tu décris. Ben, sauf que quand même, ici, on est environné dans de la jouissance à tous les coins de rue. Oui, mais enfin, celle-ci, c'est... oui, bien sûr, mais... En plus, la jouissance peut jouer encore. Justement, dans le déplacement, je ne vois pas, et je pense que les deux possibilités, la jouissance négative et une jouissance qui peut être prise dans cette chute. Oui, oui, ça me convient bien ce que tu dis. Oui, oui, c'est au moment de il y a effectivement toute une dialectique entre le gars qui est sur le pont et qui va sauter. Je préfère que ce soit lui que moi. Hein. Mais oui, on est. C'est vrai ce que tu dis, mais on est on est en train de parler de jouissance là. On parle que de ça. Hein. C'est pas pour rien si Lacan l'a ramené dans ces 3 points. Dès qu'on a un objet de désir, on est pris dans différents modes de jouissance. Et pourquoi pas la jouissance liée à l'angoisse? Pourquoi pas? C'est en plus, regarde, c'est assez amusant parce qu'ici, qu'est-ce qu'on a? On a la jouissance de l'autre, c'est-à-dire jouissance femelle. Hein. Et ça veut dire quoi? C'est quand même, et si on prend l'exemple du saut à l'élastique, comme passivité, on peut difficilement faire mieux. Hein. Hein, c'est quand même, on s'en remet complètement à un bout de ficelle et on se jette dans le vide. Donc on est quand même, est-ce que là, il n'y a pas quand même à ce moment-là, cette connexion entre angoisse et jouissance de l'autre, une jouissance passive? Je veux dire, ça ne peut pas être plus passif que quelqu'un qui se laisse tomber dans le vide quand même. Hein? Et ben oui, pourquoi ça ne serait pas de la jouissance? Sinon il ne le ferait peut-être pas quand même. C'est quand même un montage de soie élastique pour ne pas mourir de cette jouissance. Voilà, c'est ça. Bah oui, c'est ce qu'on souhaite aussi quand on fait l'amour. Hein. C'est une petite mort, mais on souhaite quand même pouvoir en parler le lendemain. Donc ça, c'est complètement à développer. Moi, c'est un exemple qui m'est venu là parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais je pense que ça vaut vraiment le coup de... Ça, enfin pour moi en tout cas, ça paraît... il me semble qu'on peut donner des dizaines et des dizaines d'exemples du symptôme accroché au symbolique. Parce que je crois que c'est au cœur de notre pratique en plus. Hein. C'est de voir comment le symptôme qui était évoqué dans le corps, petit à petit, l'analysant arrive à faire avec. Hein, et nous, on peut bien comprendre qu'on est content que ce soit bien accroché, qu'il sache bien s'accrocher au symbolique. Maintenant, il me semble qu'il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas penser qu'est-ce qu'il en est d'un accrochage au réel et d'un accrochage à l'imaginaire. Probablement dans des modes de chemin de la connaissance, disons, qui sont tout à fait extrêmement différents de la psychanalyse. Tu as une idée là-dessus? À chaque fois, j'ai une ou deux idées, mais je les oublie. L'accrochage, voilà. Ce serait affaire aux méditations. Voilà. Alors, pour ce qui est effectivement, pour ce qui est de l'accrochage à l'imaginaire, moi, je dirais que c'est conditionné par un énoncé et une énonciation qui est arrête ton dialogue intérieur. C'est une espèce d'impératif catégorique qui est dit à celui qui cherche cette voie, arrête ton dialogue intérieur. Hein, et vous avez sûrement dû voir des fois à la télé des trainings, ou des trainings, enfin bon, je pense à des trainings, je ne sais pas comment on peut appeler ça, faits par dans les modes traditionnels faits par des Japonais, où il y a le maître qui passe derrière avec un fouet et puis qui tape le dos de ceux pour lesquels il perçoit que le dialogue intérieur n'est pas arrêté. Donc c'est assez violent. Hein. Et là, donc,
comment je dis, moi, ce qui peut se passer au niveau du symptôme dans ces cas-là, je dis, c'est par une diminution du nombre de degrés de liberté de ces objets de désir, à savoir que là, on rend le symbolique fixe, hein, en disant « arrête ton dialogue intérieur ». Eh bien, à ce moment-là, ça donne corps, c'est le cas de le dire, à une possibilité de réaliser l'imaginaire. Hein. Celui-ci étant bloqué, il y a un dialogue, enfin une constitution d'objets de désir peut se faire grâce aux deux autres. Hein, comme pour la psychanalyse. Hein. Pour la psychanalyse, moi, la façon que j'ai de la dire, c'est le dispositif d'écoute et de ta venue en tant qu'analysant, elle est immuable. Tu vas venir tant de fois par semaine, si tu ne viens pas, les séances sont dues, enfin un certain nombre de règles. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on fixe le réel. Le réel, on l'arrête. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Eh bien, ça a comme conséquence d'être capable de symboliser l'imaginaire. Oui. Hein? C'est-à-dire, on peut du coup symboliser l'imaginaire parce que le réel est arrêté. Et donc de pouvoir mettre des mots sur le symptôme, etc. quoi. Donc, et en même temps, le symptôme accroché à l'imaginaire. Alors, le symptôme accroché à l'imaginaire, moi ce que j'y vois, c'est plus les pratiques comment on appelait tout à l'heure des méditations, oui. Parce qu'on arrête le symbolique et donc il va avec chaque. On peut penser, nous on n'a pas fait ce trajet, mais on peut penser que chaque moment de réalisation de l'imaginaire doit être une source d'une joie considérable. Et donc si vous prenez par exemple certains aborigènes qui peuvent voyager ensemble à plusieurs dans des rêves, eh bien ils y arrivent aussi par des méditations où l'ordre symbolique est arrêté. Hein? Et donc c'est bien, là il y a bien quand même une jouissance commune, quelque chose qui fait symptôme. Hein? Mais Pourquoi tu dis que le symbolique est arrêté quand le tort du symptôme est accroché à l'imaginaire? Non, je ne dis pas ça. Je dis que lorsque le sujet choisit un chemin de la connaissance, qu'il s'agisse de la méditation, presque du saut à l'élastique, à mon avis, on va en trouver d'autres qui sont plus intelligents, ou de la psychanalyse, on diminue chaque fois le nombre de degrés de liberté, on fige une des dimensions et ça transforme les deux autres. Voilà. Mais alors, quand le symptôme, l'anneau du symptôme avec l'anneau de l'imaginaire constitue un tort, oui. Est-ce que c'est le symbolique qui est arrêté? Ah non, c'est... Alors, dans cette figuration-là, qu'est-ce qu'on peut en dire du tort fait entre l'imaginaire et le symptôme? Je sais pas. J'aimerais bien savoir, mais il faut y réfléchir, essayer de trouver des exemples, trouver des... Est-ce que dans les dessins de Lacan, il y a ce genre de choses, de symptômes liés à l'imaginaire? Non. Enfin, je suis pas sûr. Je crois qu'il s'est intéressé aux symptômes accrochés à l'imaginaire, au symbolique. Mais j'ai bien l'impression que, étant donné qu'il est parti, parce qu'il aurait pu aussi bien partir de ça, il n'est pas parti de ça, il est parti d'une espèce d'attache globale, hein, le dessin précédent, hein, où c'est au milieu qu'il est attaché. Celui qu'on a vu là, de ce dessin-là, il est parti de ce dessin-là, où là il n'y a pas de primat du symbolique par rapport aux autres. Oui, il est
pas attaché au... Oui, mais ça, c'est la mise à plat qui fait ça. En fait, le noir, il attache, apparemment, il est attaché au vert. Là. Il n'est pas attaché ni au bleu ni au rouge. Si on tire dessus, Oh, tu dois pouvoir. on va avoir ce couplage-là. Je crois que tu peux passer à tous les couplages, hein, je crois. Hein. Tu crois pas? Peut-être pas. Essaye, hein, avec des ficelles de couleurs différentes. Ça, c'est pas assez souple. Faut essayer. Faut essayer, peut-être, tu as raison, je sais pas. Il y a plusieurs façons d'inscrire le quatrième rond par rapport aux trois ronds libres. Et pas toujours accroché au vert, là, en l'occurrence, à celui du dessous. Et on peut Mais- retrouver le Borromeo avec un quatrième. Non? Bah, c'est un. C'est un Borromeo à 4. Oui, mais est-ce qu'on peut retrouver dans la configuration à 3 avec les deux attachés, avec les deux qui sont... Bah là, oui, d'une part, regarde, c'est vrai, d'une part, c'est vrai que c'est immédiat. Regarde cette branche-là du verre, d'accord? Si tu l'attrapes et que tu la fais passer derrière, tu vois, cette branche-là, ok? Tu l'attrapes, tu la fais passer derrière. À ce moment-là, tu vas créer exactement, tu vas créer exactement ça. Non. Tu vas créer exactement ça. Sauf que le vert et le noir sont inversés. Hein. Mais si tu mets le noir à la place du vert et le vert à la place du noir, tu arrives exactement à ça. Simplement. Mais de cela, ce que tu montres là, si tu veux revenir, tu peux pas, Ah. en déformation continue, Ah. oui, le noir et le rouge. Je suis pas du tout sûr que tu as raison. Moi, j'en suis sûr de ça. Bon, peut-être. Dans le Borromeo à 3, chacun peut être à la place de l'autre. Assez indifférent. Par contre, dans le nœud à 4, c'est deux couples de 2. Et c'est une autre construction que tu fais si tu maintiens les couleurs. Évidemment, si tu mets toutes la même couleur, toujours la même forme, etc. Mais si tu les distingues, tu es obligé de faire une autre construction. Tu es obligé de construire le rouge avec le noir, d'une part, et le vert avec le bleu, d'autre part. Ce qui est intéressant, dit comme ça, c'est qu'il y aurait une suppléance qui serait faite sur un registre. Des choix. Ou symbolique, mais pas sur un autre. Des choix de symptômes, on va dire, oui. Bon, je regarderai. Alors ça indiquerait que nous, dans notre travail, on reçoit que cela. La question étant effectivement comment s'organise au début sur quoi préférentiellement, si tu as raison dans ce que tu dis, sur quelle dimension le symptôme vient s'accrocher plus préférentiellement suivant la structure ou l'environnement du sujet en question. Est-ce que vous pensez que quand oui, c'est ça, que quand le symptôme s'approche soit au symbolique, soit au réel, soit à l'imaginaire, ça correspond à des différenciations de structure, par exemple? Est-ce que ça a été évoqué? Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Non, j'ai jamais lu ça nulle part, mais je pense que c'est moins des questions de structure que des éléments de culture ou de choix d'objets. On peut avoir quelqu'un qui va faire de la méditation et qui a une structure extrêmement obsessionnelle, de la même façon que tu vas trouver un psychanalysant qui peut être très obsessionnel aussi. Je ne crois pas que ce soit... Je crois que c'est des choix. Si tu vis au fin fond de l'Inde et que tu as des bons autour de toi, peut-être que tu vas être intéressé par accrocher
le symptôme à des méthodes de méditation, par exemple. Oui, non, mais oui, c'est certainement du choix d'objet. Comment définir les choix d'objets? Bon, voilà. Je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Je ne sais pas, vous avez des choses... Non, ce serait bien, c'est d'essayer de faire pas un catalogue, mais si, il me semble que je l'avais fait à un moment. J'avais dû... j'ai pas pensé, tiens, à le rechercher. Mais à un moment, je m'étais amusé effectivement à passer un peu de temps à cataloguer un peu les différents accroches, comme ça, les différents modes d'accroche du symptôme. Réel, symbolique, imaginaire. Mais j'ai pas pensé à le rechercher et il y a toutes les chances que je le trouve pas maintenant. Je l'ai fait il y a quelques années, j'ai encore des traces de ça. Ah bon? Sur Sur les différents types d'accrochage. Ah bon? Sur les... On pourra peut-être en parler en début de la prochaine session, si on retrouve des choses. Bon, moi écoutez, j'ai pas d'autres points que vous vouliez évoquer. Est-ce qu'on ne peut pas revenir sur les différentes écritures du nœud? Par exemple, c'est pas la même chose quand c'est le réel qui vient entamer l'imaginaire, puis l'imaginaire qui vient entamer le symbolique, c'est pas la même chose, c'est-à-dire que c'est l'imaginaire qui entame le réel, que le réel va entamer le symbolique. Tu vois, au niveau du premier... parce que la dernière fois, tu ne nous as pas dessiné ça. La dernière fois, tu nous as dessiné quelque chose qui... tu vois, que le réel entamait l'imaginaire. Ça, tu vois? Il est là. Oui, le réel entame l'imaginaire ici, sous forme d'angoisse. Le réel vient occuper la place du trou d'imaginaire. Alors pourquoi le bleu passe pas sur le rouge à ce moment-là? Mais non, parce qu'il est complètement en dessous, c'est tout. Il est complètement en dessous là dans cette présentation, mais on aurait pu le mettre complètement au-dessus, c'est pas grave. Il est présenté là complètement en dessous, mais si tu le regardes à l'envers ou si tu regardes derrière le papier, tu vas le voir complètement au-dessus, c'est pareil. C'est pareil qu'il soit en dessous, au-dessus. Exactement pareil, bien sûr. C'est ça que j'ai non. mal à... C'est... Voilà. Il y a une présentation de, je ne sais plus comment elle s'appelle, dans le cahier dans le truc de la folie, là, un truc de la Lysimac, là, c'était quoi L'expérience, non, l'expérience, ça me dit quelque chose, je vois ce que tu veux dire. je crois plus. C'est des années 80. Rabinovitch, Oui. qui a parlé d'un extrait du symptôme où Lacan parle d'une présentation où il fait surmonter le symbolique sur l'imaginaire, le réel, je ne sais plus dans quel sens. Ouais. Et pour un élève, c'est une erreur de figer ça, parce qu'il n'y a pas de présentation. Enfin, dans l'espace, il n'y en a pas un qui est au-dessus des autres et un qui serait tout en dessous. C'est pour ça qu'il faut vraiment toujours, et c'est ça qui est très compliqué en topologie, encore là, ça va, parce qu'on peut le faire dans l'espace, mais quand on va être sur des plans projectifs, on ne pourra pas. Donc en topologie, il faut vraiment revenir à la définition tout le temps. Il y en a un qui est au-dessus de l'autre, ils sont tous les uns au-dessus des autres. C'est-à-dire qu'il y a un empilement de 3, et celui qui est le plus haut est au-dessus de celui qui est le plus bas. Point.
Et je trouve que pour se représenter un petit peu au niveau de la clinique, pour moi, c'est plus facile de penser que le réel est au-dessus de l'imaginaire, que l'imaginaire est au-dessus du symbolique, tu vois, mais bon. Je sais pas, faut que ça montre pourquoi. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? De champ littoral. Bon, mais enfin, regarde, Martine, tu es bien d'accord que si tu regardes... À la Trinité catholique, hein, ça part de là, chez Lacan, l'usage du Borroméen. Dans la Trinité catholique, ils sont égaux. Il n'y en a pas un, le Père, il n'est pas supérieur au Fils, et ils sont absolument égaux. Mais regarde, Martine, si tu regardes ça et que tu le regardes de derrière, et que tu le mets comme ça, regarde, si tu prends le papier et que tu le mets comme ça, tu vois bien qu'à ce moment-là, tu as le réel qui est bien au-dessus de l'imaginaire. Ça, je comprends. Ben voilà. Ça me convient mieux que ça soit dans le... On voit quand même que le bleu, pour parler en termes de couleur, le bleu il est aussi coincé, enfin il est au-dessus du vert. Même s'il est sous le rouge, il est au-dessus du vert. Donc on voit bien qu'il y a un coinçage qui se fait. Oui, mais le vert, il est au-dessus du rouge, qui est lui-même au-dessus du bleu, qui est au-dessus du rouge. Oui, c'est ça, en fait. Tu peux donner aucune prééminence. C'est-à-dire que ce qui passe en dessous, ça repasse au-dessus, en fait. C'est ça. Oui, oui, si tu veux t'amuser à... si tu veux t'amuser à dessiner ou à écrire la succession des dessus-dessous, eh ben, tu vas écrire quelque chose comme ça. R, S, I, R, S, merde, S, I, etc. Ils sont tous les uns au-dessus des autres. Si tu t'amuses à les suivre, tu vas pouvoir écrire R au-dessus de S, qui est au-dessus de I, mais qui est aussi au-dessus de R, puis etc. Écrire horizontalement RSI. Oui, voilà, oui, tu peux le mettre comme tu veux, ça te fait RSI, 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 RSI. Vraiment, la question là, c'est une question de géométrie. Est-ce que la géométrie a un rapport avec cette conceptualisation? C'était pas de la géométrie, mais de la topologie. Bon, c'est une forme de topologie, c'est une forme de géométrie. Ce sont des règles de géométrie qui ne sont pas les mêmes que la géométrie euclidienne, mais c'est des règles de géométrie. Hein. Avec la particularité, je le dis chaque fois parce que c'est tellement étonnant pour tous ceux qui sont allés au lycée, c'est qu'en géométrie euclidienne, on nous apprend à raisonner juste avec des figures fausses. Hein, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on voit sur une figure que tel machin, tel segment a la même longueur que l'autre, même si tu le mesures avec un centimètre, tu n'as absolument pas fait de démonstration du tout et tu vas avoir un 0. Alors qu'en topologie, dès l'instant où tu peux le montrer, ça vaut démonstration. Hein, le fait de la monstration vaut démonstration. Je le prouve comment? Ben voilà, comment je le prouve? Là, ça c'est une preuve. C'est quand même formidable. C'est l'opposé de la géométrie euclidienne à ce niveau-là. Bon, bah écoutez, moi vous voulez qu'on en reste là? Je vous conseille, si vous voulez, il y a une séance de Lacan qui parle de la Trinité chrétienne et du 3 Borroméens. Qu'est-ce qui l'intéresse dans le Borroméen par rapport à la Trinité Et tu chrétienne? n'avais pas travaillé cette Si. Je peux pas nous en dire un mot. Je vous indique juste la séance.
c'est dans les noms du Père. C'est la séance du 18 décembre. Pourquoi pour lui c'est la vraie religion? Ah oui. Et C'est quoi la vraie religion? La religion catholique. Ah, la catholique. mais moi ce que j'ai trouvé intéressant, parce que j'ai bossé un peu la Trinité, forcément chez Augustin. Mais lui, ce qu'il va dire sur le Borroméen, je ne l'ai jamais trouvé dans la Trinité catholique. Lui, ce qu'il va mettre en exergue, c'est le moyen terme. En 3 termes, parce qu'on peut faire une présentation linéaire du nœud borroméen. Ce qui l'intéresse, c'est le moyen terme. Le moyen terme, parce que c'est ce qui permet, en agissant sur le moyen terme, c'est ce qui permet de dénouer l'un de l'autre. Mais chacun peut venir à la place du moyen terme. Il donne 3, dans cette leçon, il parle de l'imaginaire comme moyen terme, du réel comme moyen terme, du symbolique comme moyen terme. Et ça rejoint ce que tu Alors que ce n'est pas possible dans un olympique. Oui. Il n'y en a qu'un de Dans le nœud olympique. Ah oui, d'accord. Dans une chaîne à 3 olympiques, il y en a qu'un qui est au milieu. Alors que là, ils peuvent se remplacer l'un l'autre. Ouais. Ce que tu racontais, c'est-à-dire qu'ils sont égaux, enfin, ils peuvent occuper la même place chacun à leur tour. Ouais. Entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pourquoi il dit que c'est la religion catholique la juste, je sais pas quoi, Parce qu'elle a inventé la Trinité. Et Et puis, la Trinité sous cette forme-là. C'est Chacun, 3 égaux, et c'est la même substance. Dans le borroméen, il n'y a qu'une substance, c'est la corde. Ça veut dire, est-ce que ça Il y a veut 3 dire... cordes, mais c'est que de la corde. Il n'y a D'accord. pas 3 substances différentes. Est-ce que ça veut dire que quand on dit, par exemple, Jésus-Christ, on parle de Dieu et du Saint-Esprit en même temps, et que quand on nomme le Saint-Esprit... Dieu, c'est les 3. C'est ça qui est C'est le Père, Fils C'est la nomination des Esprit trois. Saint. Oui, alors, Le Fils comment- est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu. Si vous voulez, si vous avez D'accord. du temps, moi, je vous montrerai j'ai tiré des photos des catholiques qui ont fait des représentations graphiques. C'est intéressant de voir l'évolution. alors, il dit également que c'est la vraie religion à cause de l'inscription aime ton prochain comme toi-même. Oui, C'est c'est dans que cette séance. Oui, je me souviens, j'avais même assisté à cette séance, je me souviens. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, et il y a un 3e truc aussi, ça ne me revient pas. Ouais, je sais plus. Il spécifie vraiment la religion catholique ou la religion, pas la religion orthodoxe ni la religion. Non, il dit la religion catholique. Il parle de la religion catholique. Alors. Parce que chez les orthodoxes aussi, la Trinité. Oui. Là, je ne comprends pas pourquoi il spécifie catholique, parce que dans certains, pas tous les courants orthodoxes, mais certains, et la plupart des courants protestants, ont le dogme de la Trinité. Oui, Tel qu'il est présenté par Augustin ou saint Thomas. Ce que je voulais dire, oui, c'est qu'il dit que dans la religion catholique, il y a une réponse à toute question. En ça, c'est la vraie religion, parce que toute question a une réponse. Il n'y a pas de pourquoi, en tout cas, il n'y a pas de pourquoi sans réponse. Voilà. Oui, alors justement, c'est en ça peut-être qu'on est... que c'est peut-être une religion qui justement se fonde sur le fait qu'il n'y a pas de S grand A barré, quoi. Qu'il y a une réponse à toute question. Ce qui est un peu dommage quand même, non? Bah oui, mais c'est pour ça peut-être qu'on ne s'intéresse pas, nous, à la religion catholique. C'est que justement, c'est dommage. Mais pour certains... On ne dit pas la vérité. Il dit la vraie religion, il ne dit pas c'est celle-là qui est formidable. Non, mais que ça résout... Non, mais que ça résout le problème de beaucoup de gens. Eh oui, bien sûr, à ça. Voilà. À ça, parce que du coup, Eh oui. que les en fassent une utilisation Voilà. symptomatique. Je veux dire, la religion, ça peut être aussi un symptôme. Bien sûr. On parlait des collectionneurs de voitures, là. La religion, ça peut être un symptôme. En anglais ou dans certains films américains, ils disent « Oh, Jesus Christ », mais ils traduisent par Dieu, par exemple. C'est toujours intéressant de voir que, ou l'inverse des fois. Comme s'il y avait une espèce d'équivalence entre le terme anglais et le mot français.
moi, ça me fait penser à un dessin de petite fille, là, bon, je ne raconte pas, mais elle dessine une croix, un peu à la place de son corps d'ailleurs, enfin ça c'est pour ses résolutions personnelles, mais elle écrit Jésus-Christ et elle me dit: est-ce que tu crois en Dieu?